attraper l'objectif de perdre le contrôle. Parfois, nous n'attrapons pas un but spécifique, par exemple prendre un encas, dépenser de l'argent ou séduire un étranger, mais nous attrapons l'objectif plus général de suivre nos impulsions. Des chercheurs de l'université de Groningen, aux Pays-Bas, ont démontré cela par le biais de diverses mises en situation en utilisant comme sujet des passants qui ne se doutaient de rien. Ils ont mis en évidence des preuves que certaines personnes se comportaient mal. Par exemple, ils ont attaché des bicyclettes à une grille juste à côté d'un panneau interdit aux bicyclettes et ils ont abandonné des caddies de supermarché sur un parking malgré une pancarte prière de rapporter le caddie au magasin. Leurs études montrent que l'infraction aux règles est contagieuse. Les gens qui tombent sur les installations des chercheurs se basent sur ce que les autres gens ont fait avant eux et ils ignorent les panneaux. Eux aussi attachent leur vélo à la grille et laissent leur caddie sur le parking. Mais les conséquences vont plus loin. Voyant une bicyclette attachée à une grille où c'était interdit, les gens avaient aussi plus tendance à prendre un raccourci en passant par la grille alors que c'était illégal. Voyant les caddies sur le parking, ils avaient plus tendance à laisser leurs ordures sur le sol du parking. La finalité contagieuse était plus importante que celle d'enfreindre une règle spécifique. Ils ont attrapé la manie de faire tout ce qu'ils voulaient plutôt que ce qu'ils étaient censés faire. Lorsque nous avons sous les yeux la preuve que d'autres gens ignorent les règles et suivent leurs impulsions, nous avons plus tendance à suivre n'importe laquelle de nos propres impulsions. Cela signifie qu'à chaque fois que l'on voit quelqu'un mal se comporter, notre propre self-control se détériore. Mauvaise nouvelle pour les fans de télé-réalité dont les 3 règles pour un bon audimat sont boire à outrance, chercher la bagarre et coucher avec le petit copain ou la petite copine de quelqu'un d'autre. Entendre parler de quelqu'un qui fraude sur le plan fiscal peut vous faire rendre plus libre de tricher par rapport à votre régime. Voir des conducteurs dépasser la limite de vitesse peut vous donner l'envie de dépasser votre budget. C'est de cette manière que l'on peut attraper une faiblesse de la volonté auprès des autres, même si notre faiblesse personnelle n'a rien à voir avec ce dont on est témoin. Il est important de se rendre compte qu'on n'a même pas besoin de voir les gens mal se comporter. Tels des microbes qui subsistent sur une poignée de porte longtemps après le passage d'un malade, on peut attraper une action ou une perversion rien qu'en voyant la preuve de ce que d'autres ont fait. Expérience de volonté. Attraper du self-control. La recherche montre que si vous pensez à quelqu'un qui a un bon self-control, cela augmente votre propre volonté. Y a-t-il quelqu'un qui puisse vous servir de modèle de volonté pour le défi que vous voulez relever ? Quelqu'un qui a lutté pour relever le même défi et qui a réussi, ou quelqu'un qui a typiquement le genre de self-control que vous aimeriez avoir ? Dans ma classe, les modèles de volonté les plus couramment nominés sont des sportifs confirmés, des leaders spirituels et des politiciens, alors que les membres de la famille et les amis peuvent nous donner encore plus de motivation, comme nous allons bientôt le voir. Quand vous avez besoin d'un peu de volonté, pensez à votre modèle et demandez-vous, qu'est-ce qu'il ou elle aurait fait à ma place ? Pourquoi les gens que vous aimez sont plus contagieux que les étrangers ? En hiver ou en période de grippe, vous pouvez attraper un virus de n'importe quelle personne avec laquelle vous entrez en contact. Le collègue qui tousse sans mettre la main devant sa bouche, la caissière qui passe votre carte de crédit dans le lecteur et vous la rend pleine de germes. C'est ce que les épidémiologistes appellent la contagion directe. Dans le cas de la contagion directe, peu importe qui introduit l'infection, les germes d'un parfait inconnu ont tout autant d'influence que ceux d'un proche et une seule exposition suffit à vous contaminer. Cependant, la transmission des comportements ne se fait pas de cette façon-là. Les épidémies sociales, comme la propagation de l'obésité ou du tabagisme, suivent un schéma de contagion indirecte. Il ne suffit pas d'entrer en contact avec quelqu'un qui soit porteur de ce comportement. Votre relation par rapport à cette personne a son importance. Dans la communauté de Framingham, les comportements ne passaient pas par-dessus les clôtures d'un jardin à l'autre. Les épidémies sociales se propageaient à travers les réseaux de respect et d'attachement mutuel, et non par le réseau méthodique du quadrillage des rues. Il n'y avait rien de comparable entre l'effet d'un collègue et celui d'un ami proche. Et même l'ami d'un ami avait plus d'influence qu'une personne qu'on voyait tous les jours, mais qu'on n'aimait pas. Cette sorte de contamination sélective n'existe pratiquement pas dans le monde des maladies. C'est comme si votre système immunitaire ne pouvait se défendre que contre un virus attrapé de quelqu'un que vous ne connaissiez pas ou que vous n'aimez pas. C'est étrange, mais c'est exactement comme cela que les comportements se propagent. La proximité sociale est plus importante que la proximité géographique. Pourquoi les comportements sont-ils si contagieux entre proches ? Si l'on pousse un peu plus loin l'analogie avec le système immunitaire, on pourrait dire que notre système immunitaire ne rejette les objectifs et les comportements de quelqu'un d'autre que s'il reconnaît que cette autre personne n'est pas nous.
Après tout, notre système immunitaire physique n'attaque pas nos propres cellules. Il laisse tranquille ce qu'il reconnaît comme étant nous. Mais il traite comme une menace ce qu'il reconnaît comme autre. C'est-à-dire qu'il isole ou détruit ce virus ou cette bactérie pour que vous ne tombiez pas malade. Il s'avère que lorsque nous pensons à des gens que nous aimons, que nous respectons ou en qui nous nous reconnaissons, notre cerveau les traite plus comme s'ils étaient nous que comme s'ils n'étaient pas nous. Vous pouvez constater cela dans un scanner d'adultes qui pensent d'abord à eux-mêmes, puis à leur mère. Les régions cérébrales activées dans le premier cas sont quasiment identiques à celles activées dans le second cas, ce qui montre que la personne que nous pensons être inclut les gens à qui l'on tient. La perception que nous avons de nous-mêmes dépend de notre relation avec les autres et à bien des égards, nous ne savons vraiment qui nous sommes qu'en pensant aux autres. Parce que nous incluons les autres dans notre perception de nous-mêmes, leurs choix influencent nos choix. Sous le microscope, de qui avez-vous le plus grand risque d'attraper quelque chose ? Prenez quelques minutes pour penser à qui sont vos vrais proches. Avec qui passez-vous le plus de temps ? Qui respectez-vous ? En qui vous reconnaissez-vous le plus ? Qui a l'opinion qui importe le plus pour vous ? En qui avez-vous le plus confiance ? À qui tenez-vous le plus ? Pouvez-vous penser à un comportement, positif ou négatif, que vous avez attrapé auprès d'eux ou qu'ils ont attrapé auprès de vous ? Un membre de la tribu. Imaginez qu'un jour, quelqu'un frappe à votre porte et vous pose des questions à propos d'économie d'énergie. Vous arrive-t-il régulièrement d'essayer d'utiliser moins d'électricité ? Économisez-vous l'eau en prenant des douches plus courtes ? Avez-vous isolé votre maison pour réduire les pertes de chaleur ? Conduisez-vous une voiture qui consomme beaucoup ? Puis la personne vous demande si vous croyez fermement que faire des économies d'énergie aidera l'environnement, vous fera économiser de l'argent et profitera aux générations futures. Enfin, elle vous pose 2 questions. Quelle est la raison qui vous motive le plus à faire des économies d'énergie ? Oh, et à votre avis, parmi vos voisins, combien essaient de faire des économies d'énergie ? 800 résidents californiens se sont vus poser ces questions dans le cadre d'un sondage sur les raisons pour lesquelles les gens font des économies d'énergie. Ils sont apparus très altruistes, expliquant que leur principale motivation était la protection de l'environnement, suivie de l'aide aux générations futures et le fait d'économiser de l'argent. Parce que d'autres le font était bien la dernière raison invoquée. Mais avant de féliciter les Californiens pour leur esprit civique, considérez ceci. La seule question du sondage qui prédisait les économies réelles d'énergie d'une personne était celle de leur demander combien d'énergie ils pensaient que leurs voisins essayaient d'économiser. Les autres convictions et motivations, par exemple économiser de l'argent ou sauver la planète pour leurs petits-enfants, n'avaient aucun lien avec ce qu'ils faisaient. Les gens pensaient qu'ils agissaient pour de nobles causes. Mais la seule chose qui comptait réellement était de croire que, entre guillemets, tous les autres le font, ce qui est beaucoup moins altruiste. C'est un exemple de ce que les psychologues appellent la preuve sociale. Quand le reste de la tribu fait quelque chose, nous avons tendance à croire que c'est une bonne chose à faire. C'est l'un de ces instincts de survie utiles qui vont de pair avec le fait d'avoir un cerveau social. Après tout, si vous voyez toute votre tribu se diriger vers l'est, vous feriez mieux de suivre. Faire confiance au jugement des autres est le ciment des relations sociales. Vous n'avez pas besoin de tout connaître vous-même et pouvez garder vos ressources pour votre propre spécialité, que ce soit faire les plus élégants pagnes en cuir d'hippopotame ou les prédictions les plus justes sur l'évolution du marché boursier. La preuve sociale a une emprise énorme sur notre comportement au quotidien. C'est elle qui explique pourquoi on regarde souvent les articles les plus lus sur les sites internet d'actualité et pourquoi on ira plutôt voir le film numéro 1 au box-office plutôt que le dernier bid. C'est pourquoi les électeurs indécis peuvent se laisser convaincre par les sondages et pourquoi c'est une, entre guillemets, info quand des parents se disputent dans les allées des magasins à propos du dernier jouet à la mode. Ce que les autres veulent doit être bien. Ce que les autres pensent doit être vrai. Si nous n'avons pas encore d'opinion, autant faire confiance à la tribu. Les chercheurs qui ont fait du porte-à-porte concernant les économies d'énergie ont décidé de tester le pouvoir de la preuve sociale sur le changement de comportement. Ils ont créé des affichettes de porte sur lesquelles il était instantanément demandé aux habitants de San Marcos, en Californie, de prendre des douches plus courtes, d'éteindre les lumières inutiles et d'utiliser des ventilateurs plutôt que la climatisation la nuit. Chaque affichette venait avec un message de motivation. Certains demandaient aux résidents de protéger l'environnement, d'autres insistaient sur le fait que la conservation de l'énergie aiderait les générations futures ou permettait aux résidents de réduire leur facture d'énergie. Les affichettes témoins de la preuve sociale ne disaient qu'une chose. 99% des gens de votre communauté disent couper les lumières inutiles pour économiser l'énergie.
Au total, 371 ménages ont reçu l'une de ces affichettes une fois par semaine pendant 4 semaines. Il est important de comprendre que chaque maison a reçu chaque fois le même type de message persuasif, c'est-à-dire 4 semaines de suite la même affichette, à savoir témoin de la preuve sociale, ou bien la même affichette, aider les générations futures. Pour trouver quel était le message de motivation le plus efficace, les chercheurs ont régulièrement relevé les compteurs d'énergie de chaque maison. Ils se sont également procuré les factures d'électricité des résidents pour les mois précédents et suivant la remise des affichettes. Le seul message persuasif qui a réduit la consommation d'énergie d'un ménage était le message disant que tous les autres le faisaient. Les autres messages, qui étaient des raisons invoquées par les personnes interrogées pour dire ce qui leur faisait faire des économies d'énergie, n'ont eu aucun effet sur le comportement. Cette étude n'est qu'un exemple parmi de nombreuses études qui confirment que nous sommes les moutons de Panurge que notre mère nous a toujours dit de ne pas être. Est-ce que tu sauterais d'un pont si tous tes amis le faisaient ? Nous savions déjà, comme nous le savons aujourd'hui, que la bonne réponse est censée être « Non, jamais, je n'ai pas l'esprit moutonnier et les autres n'ont aucune influence sur moi ». Mais en réalité, il serait plus juste de dire « Oui, peut-être ». Les gens ont rarement envie qu'on leur rappelle cela. Dans la classe, presque chaque étudiant croit être l'exception. Depuis la naissance, on nous apprend à suivre notre chemin, à ne pas être comme tout le monde, à être un meneur et non un suiveur. Notre obsession culturelle de l'indépendance n'arrive pas à supprimer notre désir humain de nous couler dans le moule. Notre société peut louer le fait d'être au-dessus de l'influence des autres, mais nous ne pouvons pas nous détacher de notre instinct social. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, comme le montre l'étude des affichettes de porte. La preuve sociale peut renforcer le self-control quand nous croyons faire ce qui est juste, ou ce qui est plus dur. Parce que c'est la norme. Dieu veut que vous perdiez du poids. Pouvez-vous convaincre les gens de faire plus d'exercice et de manger plus de fruits et de légumes en leur disant que c'est ce que Dieu veut ? C'est pourtant exactement ce que fait l'université d'État du Middle Tennessee avec d'excellents résultats. L'étude demande aux gens si la façon de s'occuper de soi-même et de sa santé est une valeur importante dans leur religion. On demande aux chrétiens, par exemple, de réfléchir à des passages de la Bible tels que « Ne sois point avec les buveurs de vin, ni avec ceux qui aiment la bonne chair » Proverbe 23:20. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Proverbe Corinthiens 7:1. On leur demande de réfléchir aux comportements qu'ils ont dans la vie qui ne sont pas cohérents avec la foi et les valeurs qu'ils professent. Par exemple, quand ils mangent n'importe comment ou ne font pas d'exercice. Quand ils identifient une déconnexion entre leur foi et leurs actions, on les encourage à mettre sur pied un plan d'action pour changer ce comportement. Croire que perdre du poids et faire de l'exercice est ce que les bons chrétiens font est une preuve sociale puissante, bien plus motivante qu'un avertissement sévère de notre médecin après avoir reçu les mauvais résultats de notre taux de cholestérol. Selon Mark Hensel, le psychologue qui a développé cette approche, les communautés religieuses devraient endosser plus de responsabilités pour encourager le changement de comportement. Les lieux de culte pourraient offrir des cours de fitness et des conférences sur la nutrition parallèlement aux services religieux. Et lors des réunions, on devrait servir des plats de meilleure qualité. Il souligne que, pour que cette approche fonctionne, les prêtres doivent être de bons exemples à suivre. Avant de pouvoir prêcher des marches matinales, ils doivent évidemment être en bonne forme physique eux-mêmes. Et tout comme ils ne voudraient pas qu'on les découvre avec une prostituée, ils devront réfléchir à 2 fois avant de passer la porte du McDonald's local. Après tout, qui dit preuve sociale, dit preuve. À l'université de Stanford, on a choisi une approche très différente pour réduire la fréquence d'un comportement parmi les étudiants de premier cycle. Pour décourager les beuveries, les chercheurs ont créé 2 tracts différents. L'un d'eux suivait une approche rationnelle, donnant une liste de statistiques effrayantes, du genre « Une nuit passée à boire et vous pouvez perdre votre capacité à penser de manière abstraite pendant 30 jours ». Oui, c'est un argument pour beaucoup de jeunes étudiants inquiets vis-à-vis de leur prochaine performance à l'examen de maths. L'autre tract établissait un lien entre le fait de boire et les lépreux sociaux de la vie universitaire, les étudiants de 2e cycle. Ce prospectus montrait un étudiant de 2e cycle en train de boire, avec comme avertissement « Beaucoup d'étudiants de 2e cycle à Stanford boivent, et beaucoup ont l'air louches. Alors, réfléchissez quand vous buvez, personne n'a envie d'être pris pour ce gars-là. » Les 2 différents tracts ont été envoyés séparément dans 2 dortoirs d'étudiants de première année. Les 2 différents tracts ont été envoyés séparément dans 2 dortoirs d'étudiants de première année. 2 semaines plus tard, les résidents avaient dû remplir un questionnaire anonyme sur le nombre de verres qu'ils avaient bu au cours de la semaine précédente. Les étudiants du dortoir qui avaient reçu le tract avec l'étudiant louche ont rapporté avoir bu 2 fois moins d'alcool que ceux de l'autre dortoir. Les étudiants disaient-ils la vérité ?
On ne peut pas en être sûr puisque les chercheurs ne les ont pas suivis dans leur soirée. Il est possible que ces jeunes étudiants n'aient pas eu envie d'être pris pour des étudiants louches de deuxième cycle, même dans un projet de recherche anonyme. Mais si les rapports étaient sincères, cette étude suggère une nouvelle stratégie pour décourager les comportements malsains. Il n'y a qu'à convaincre que c'est l'habitude d'un groupe auquel on ne voudrait surtout pas appartenir. Ces deux études démontrent l'importance de la preuve sociale pour encourager un changement de comportement. Nous aurons certainement plus envie d'abandonner nos vices et de cultiver nos nouvelles vertus si nous croyons que cela nous confortera plus sûrement une place au sein de notre tribu préférée.